Monsieur le ministre, après la tentative de raquette sur les terres rares, l'humiliation dans le bureau ovale, la trahison de l'arrêt de l'aide militaire, l'Ukraine vit un nouveau revirement américain avec le rétablissement de l'aide et la proposition d'une trêve. Soit, c'est une bonne nouvelle. Mais comment l'Ukraine peut-elle avoir confiance dans l'administration Trump, dont la conception du droit consiste à ce que les règles ne s'appliquent que lorsqu'elles servent ses intérêts? Face à ces pressions et cette instabilité, l'Ukraine a plus que jamais besoin du soutien politique, économique et militaire de l'Europe. Certes, nous avons pris des mesures fortes avec une aide financière supérieure à celle des États-Unis et l'utilisation des intérêts des avoirs russes gelés. Mais aujourd'hui, face à l'urgence et l'incertitude, se pose la question d'utiliser les 210 milliards d'avoirs gelés en Europe pour financer l'effort de défense ukrainien pour prix de la résistance et d'une paix juste. Certains au gouvernement émettent des réserves juridiques ou économiques à cette saisie, quand d'autres s'appuient sur le droit coutumier international pour la justifier. Monsieur le ministre, au-delà du débat juridique, quel est le plus grand risque? L'utilisation de ces avoirs ou la déstabilisation de tout le continent européen? Est-ce à l'agresseur de payer ou aux citoyens européens? Monsieur le ministre, ma question est simple. Le gouvernement compte-t-il porter cette exigence de justice devant le prochain Conseil européen? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Marie, la question que vous posez est également une question grave. D'abord, je veux rappeler le soutien indéfectible, merci, de la France et de l'Union européenne à l'Ukraine dans cette période extrêmement difficile. Et d'ailleurs, j'ai pu donner un nouvel exemple avec mon collègue Jean-Noël Barrot, puisque nous avons accueilli à Bercy la semaine dernière la première ministre ukrainienne, Yulia Srividenko, pour un plan de soutien de 200 millions d'euros supplémentaires. Les fonds dont vous parlez sont des fonds qui sont détenus par la Banque centrale de Russie. Ces fonds sont sous sanction de l'Union européenne. Ils sont sur le territoire européen et le produit de ces fonds est utilisé pour soutenir l'Ukraine. Donc ces fonds sont utilisés. Et nous allons maintenir ces fonds sous sanction aussi longtemps que nous serons dans cette situation tragique. Le risque, si nous faisions autrement, d'abord nous perdrions le produit de ces fonds qui permettent de soutenir l'Ukraine. Et puis il y a une question aussi pour un pays avec lequel nous ne sommes pas en guerre, qui a ces fonds chez nous, d'une déstabilisation financière de nos marchés si ces fonds venaient à être confisqués. Donc nous sommes convaincus que la sanction dans la durée est la bonne solution et qui nous permettra ensuite de parler des accords de règlement quand le moment sera venu. Monsieur le ministre, les Ukrainiens attendent des gestes forts de l'Europe et la Russie ne peut se prévaloir d'une règle de protection légale de ses actifs alors que M. Poutine piétine le droit international. L'utilisation de ces fonds contribuerait à inverser le sentiment d'impunité de la Russie et pourrait même être un élément de négociation. Et pour citer le président de la République, l'Europe doit retrouver le goût du risque, de l'ambition et de la puissance. Alors passons des paroles aux actes. Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger sur la situation des praticiens diplômés hors de l'Union européenne qu'on appelle communément les PADU. 300 d'entre eux ont entamé depuis mercredi dernier une grève de la faim pour alerter sur la précarité dans laquelle ils sont placés. En effet, alors que, selon les mots du président de la République lui-même, ils tiennent à bout de bras nos services de soins, nombre d'entre eux travaillent aujourd'hui dans des établissements de santé publique sans bénéficier de l'autorisation de plein exercice. Cette situation les place dans une situation précaire à plusieurs titres. Précarité financière d'abord, puisque alors qu'ils occupent des fonctions de seniors, ils exercent sous statut d'interne et pour nombre d'entre eux, leur rémunération dépasse à peine le SMIC. Pour certains s'ajoute ensuite une précarité administrative puisqu'ils sont astreints à renouveler chaque année, voire tous les 6 mois ou 3 mois, leur autorisation de séjour. Et enfin, pour obtenir cette autorisation de plein exercice et être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, les PADU doivent valider des épreuves de vérification de connaissances dites EVC, particulièrement sélectives, et effectuer encore un parcours de consolidation de 2 ans. Les résultats de la session de 2024 des EVC parus le 31 janvier dernier ont suscité une forte colère. Seuls un peu plus de 3000 postes ont été pourvus alors que 4000 étaient ouverts par décret. Les fédérations de PADU dénoncent des critères d'admission opaques et arbitraires. On leur promet pour toute réponse une réforme du concours qu'ils devront repasser encore une énième fois. Monsieur le ministre, je sais que vous avez rencontré les PADU en décembre
Vous avez noté leur importance pour notre système de soins, ainsi que les conditions difficiles dans lesquelles ils exercent. Alors, quand allez-vous enfin proposer des mesures concrètes et pérennes pour favoriser la régulation à la fois médicale et administrative de ces médecins? Monsieur le Président, Madame et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Pomerol, merci effectivement de pouvoir poser la question des PADU. Effectivement, nous devons gérer cette situation avec rigueur, mais aussi avec humanité. Et il faut reconnaître que dans bon nombre de nos hôpitaux, jusqu'à 30 à 40% du personnel, notamment hospitalier, est représenté par des praticiens qui sont diplômés hors Union européenne. Actuellement, vous évoquez les 4000 postes réussis au concours 2024. Ça me permet de vous préciser que c'est plus 1700 postes supplémentaires par rapport à 2023, soit 46% d'augmentation. Est-ce que pour autant c'est satisfaisant? Non. Nous avons effectivement produit une autorisation d'exercice transitoire et chaque candidat, chaque PADU se voit avoir un poste de praticien hospitalier contractuel transitoire. Nous sommes pleinement mobilisés avec Catherine Vautrin sur ce sujet. J'ai rencontré, vous l'avez dit vous-même, l'ensemble des syndicats de PADU et à la demande du Premier ministre, dans un souci effectivement de simplification, je vous proposerai très prochainement par voie réglementaire de pouvoir améliorer la voie interne dans le cadre d'une simplification en pouvant associer les chefs de service, les présidents de CME, les doyens sur la validation sur le terrain de stage, comme nous le faisons actuellement dans nos hôpitaux pour les internes, et par la voie législative, dès que nous aurons la possibilité de pouvoir légiférer, de pouvoir transformer le concours actuel en examen, afin de pouvoir permettre à l'ensemble des PADU qui ont réalisé et qui ont réussi leurs évaluations de connaissances, de pouvoir effectivement exercer. Et ça, je vous le promets, pour 2026, dès que nous aurons pu effectivement délibérer, et j'ai besoin de vous, j'ai besoin du Parlement pour pouvoir avancer sur ces sujets. Madame la ministre, le projet d'arrêté mis actuellement en consultation prévoyant une baisse brutale et rétroactive des soutiens aux petites et moyennes installations solaires en toiture continue de provoquer colère et incompréhension. Des dirigeants de PME de tout le territoire et en particulier de mon département en Ariège sont très inquiets face à ce coup de rabot gouvernemental alors que ces employeurs font vivre un tissu économique local, notamment dans les communes rurales. Les inquiétudes sont grandes aussi chez les agriculteurs qui souvent comptent sur les installations solaires en toiture pour compléter leurs revenus et nous avons encore très récemment évoqué ici la faiblesse des revenus des agriculteurs. De même, les particuliers qui sont tournés vers l'autoconsommation, ce qui est une démarche vertueuse qu'il convient d'encourager, risquent de ne pouvoir faire ces investissements coûteux. En effet, dans le secteur de l'autoconsommation, le taux réduit de TVA à 5,5 n'entrerait en vigueur qu'en octobre prochain, alors même que les aides gouvernementales auront pris fin le 1er février dernier. N'est-ce pas incohérent? D'autre part, il y a moins d'1 an, était signé avec l'État un pacte solaire pour soutenir le déploiement et l'industrialisation photovoltaïque en France. Ce pacte est-il passé aux oubliettes? Ce stop and go, toute une filière essentielle de la transition écologique, risque d'en faire les frais. Monsieur le ministre, pour éviter cette fragilisation, avec mes collègues du groupe socialiste, écologique et républicain, je souhaite savoir si vous êtes d'accord pour renoncer à la dégressivité brutale du prix d'achat, pour renoncer à la rétroactivité et enfin pour faire coïncider les dates de la baisse de la TVA à celles de l'évolution des prix de rachat. Monsieur le sénateur, je vous réponds pour Marc Ferracci, qui, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, est actuellement en déplacement avec quatre points. Le premier, c'est que la priorité de la France, c'est bien de respecter la trajectoire zéro carbone 2050. Et donc, c'est bien ça notre boussole. Le deuxième point, c'est que cette trajectoire, elle est construite sur plusieurs briques. D'abord, celle du nucléaire, vous le savez, avec un retour à un maximum de production et de nouveaux investissements. Ensuite, au déploiement de l'éolien terrestre et maritime. Ensuite, effectivement, avec une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie,
Celle précédente ayant amené à un développement très ambitieux, c'est il est vrai, du solaire, mais avec des surproductions assez massives en journée, amenant à des prix négatifs et donc à une surcharge pour les finances publiques. Le troisième élément que j'ai à communiquer donc, c'est que vous l'avez dit, un arrêté est en concertation avec pour le photovoltaïque 2 axes. D'abord, effectivement, encourager la production individuelle. Vous l'avez dit, avec une TVA à 5,5% pour accompagner un certain nombre de personnes à aller vers cette autoconsommation. Et par ailleurs, des installations plus grandes avec des masses critiques pour produire avec des productions plus adaptées aussi pour éviter les surcoûts de raccordement pour RTE. Parce que vous le savez, si la production est trop fragmentée, cela coûte extrêmement cher en raccordement et donc il nous vaut mieux massifier la production. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on est concentré sur la décarbonation et qu'on cherche à préserver les deniers de l'État, mais que vous l'avez dit, c'est une consultation. Je peux vous le dire au nom de mon collègue Marc Ferracci et d'Éric Lombard ici présents, une consultation n'est pas une décision et nous restons évidemment à l'écoute de la filière pour développer la meilleure solution et évidemment continuer à encourager ceux et celles qui veulent accompagner cette transition vers la décarbonation, cette transition énergétique, cette transition écologique qui ne fonctionnera pas par des décrets mais par une mobilisation générale. Je vous remercie. Madame la ministre, j'insiste sur le fait que cette politique risque de détruire 60 000 emplois sur le territoire.